Bonjour mes chers amis, je suis Rufi et aujourd'hui nous allons explorer l'un des événements les plus étonnants de la Terre. Cet événement, c'est une éruption volcanique. Waouh! Imaginez que nous voyageons au cœur de la Terre. Là-dessous, il fait extrêmement chaud, plus de 1000 degrés. Dans cet endroit brûlant se trouvent des roches fondues et des gaz appelés magma. Certaines parties de la croûte terrestre sont fragiles ou fissurées. Par ces zones faibles, le magma commence à remonter. Plus il monte, plus la pression s'accumule. Finalement, lorsque la pression devient trop forte, le magma jaillit. De la lave brûlante, des cendres, de la fumée et des gaz sont projetés dans le ciel. Cette puissante explosion, c'est ce que nous appelons une éruption volcanique, l'écoulement de la lave. Après l'éruption, la roche fondue, appelée lave, descend le long des pentes du volcan. Parfois, ces coulées peuvent même former de nouvelles montagnes. Le saviez-vous? L'un des volcans les plus actifs du monde est le Kilauea à Hawaï. Et il entre en éruption presque chaque année. Alors, mes amis, aujourd'hui nous avons appris comment se produit une éruption volcanique. Le magma s'accumule à l'intérieur de la Terre. Il remonte vers la surface. La pression augmente jusqu'à l'explosion. La lave et les cendres jaillissent. Les volcans nous rappellent l'incroyable puissance et la beauté de la nature. À très bientôt pour une nouvelle aventure scientifique avec Rufi. Bonjour mes chers amis, je suis Rufi et vous êtes sur la chaîne des aventures. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet très passionnant. Comment les ordinateurs pensent-ils en réalité? Vous êtes prêts? Alors, allons-y. Oh, regardez! Voici le cerveau de l'ordinateur, le processeur. Il fonctionne incroyablement vite et effectue des millions de calculs chaque seconde. Et puis, il y a le 0 et le 1. Oui, les ordinateurs utilisent en fait seulement ces deux symboles. 0 signifie pas d'électricité. 1 signifie l'électricité passe. Très simple, n'est-ce pas? Mais grâce à ce code simple, l'ordinateur peut afficher des images, jouer de la musique et même créer des jeux. Oh, regardez, voilà l'intelligence artificielle. Elle apprend à partir d'exemples, presque comme le cerveau humain. Par exemple, si elle voit des milliers d'images de chats, elle pourra ensuite reconnaître un chat sur une nouvelle image. N'est-ce pas un miracle? En réalité, les ordinateurs n'ont pas de sentiments, mais grâce au programme que nous leur donnons, ils semblent penser. Alors, mes amis, les pensées d'un ordinateur reposent en fait sur les mathématiques, le code et les signaux électriques, mais grâce à cela, nous pouvons écrire des livres, regarder des films et même nous connecter avec le monde entier. En résumé, l'ordinateur est l'une des plus grandes inventions de l'histoire de l'humanité. La prochaine fois que vous utiliserez un ordinateur ou un téléphone, souvenez-vous, cette petite boîte métallique effectue en une seule seconde des millions de calculs, une sorte de esprit artificiel. Au revoir mes amis, à la prochaine aventure. Bonjour chers amis, je suis Rufi et vous êtes sur la chaîne des aventures les plus passionnantes de l'univers. Aujourd'hui, nous allons observer le soleil, mais soudain, il disparaît. Oh, que s'est-il passé? Oui, nous allons découvrir le secret de l'éclipse solaire. Prêts? Alors, envolons-nous dans l'espace. Mes amis, imaginez, le soleil brille dans le ciel et tout à coup, il s'assombrit. L'atmosphère devient sombre, les oiseaux se taisent. C'est ce qu'on appelle une éclipse solaire. Une éclipse solaire se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés et que la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Ainsi, la lumière du Soleil n'atteint plus la Terre et il semble que le Soleil se cache. Le saviez-vous? Il existe plusieurs types d'éclipses solaires. Totale,
La Lune recouvre entièrement le Soleil. Partiel. La Lune ne cache qu'une partie du Soleil. Annulaire. La Lune paraît plus petite que le Soleil et un anneau lumineux reste visible autour. Attention, on ne doit jamais regarder une éclipse solaire à l'œil nu. Cela peut abîmer vos yeux. Il faut utiliser des lunettes spéciales ou un télescope équipé de filtres. Quelques faits. Non. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre. C'est pour cela qu'ils semblent avoir la même taille dans le ciel. Une éclipse solaire n'a lieu que lors de la nouvelle Lune. Voilà mes amis, aujourd'hui, nous avons appris comment se produit une éclipse solaire. L'univers est un endroit magique, rempli de phénomènes extraordinaires. À très bientôt pour une nouvelle aventure cosmique avec Ruffy. Au revoir, chers amis. Bonjour, chers amis. Je suis Ruffy et aujourd'hui nous allons parler de l'un des plus grands miracles de la science. Prêts? Allons voyager dans le monde magique des panneaux solaires. Oh, nous voilà sous les rayons du soleil. On dirait que des fils d'or lumineux descendent du instant. Tissant. Diang. Les sociars, savez-vous que les panneaux solaires transforment justement cette lumière en électricité? Mais comment font-ils? Allons le découvrir ensemble. Les panneaux solaires sont composés de nombreuses petites cellules appelées cellules photovoltaïques. Elles sont fabriquées à partir d'un matériau spécial, le silicium. Quand la lumière du soleil frappe le silicium, les atomes s'excitent et libèrent des électrons qui se mettent à bouger. Et ce mouvement d'électrons crée un courant électrique. En résumé, lumière du soleil réveille les électrons. Ils bougent. Électricité produite. Fait intéressant. Un seul petit panneau ne suffit pas pour alimenter une grande maison. Mais si l'on en installe des centaines ensemble, ils peuvent fournir de l'électricité à tout un village. L'avantage des panneaux solaires, c'est qu'ils produisent une énergie propre. Pas de pollution de l'air, pas de fumée, pas besoin de pétrole ni de charbon. Ainsi, ils contribuent à protéger notre planète. Mais une question se pose. Est-ce que les panneaux solaires fonctionnent seulement quand il fait beau? La réponse, ils produisent plus d'énergie en plein soleil, mais ils fonctionnent aussi par temps nuageux. Encore mieux, l'électricité produite peut être stockée dans des batteries spéciales. Comme ça, on peut utiliser l'énergie solaire même la nuit. Le saviez-vous? La plus grande centrale solaire du monde se trouve en Chine et alimente des centaines de milliers de foyers. Voilà mes amis! Aujourd'hui, nous avons appris comment fonctionnent les panneaux solaires et comment ils éclairent notre avenir. Qui sait, peut-être qu'un jour, vous inventerez les nouvelles technologies solaires du futur. À très bientôt pour une nouvelle aventure scientifique avec Ruffy. Au revoir, chers amis. Bonjour, chers amis. Je suis Ruffy et vous êtes sur la chaîne des aventures les plus passionnantes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des oiseaux et chercher la réponse à une question très intéressante. Pourquoi les oiseaux partent-ils vers des pays lointains? Allons en voyage dans la nature et découvrons-le de nos propres yeux. Prêts? En avant! Oh, regardez! Dans le ciel vole un grand groupe d'oiseaux. Leur formation est étrange. Elle ressemble à la lettre F. Ces oiseaux s'en vont vers des pays chauds à l'arrivée de l'automne. Mes amis, ce phénomène s'appelle la migration. La migration, c'est le déplacement des oiseaux d'un endroit à un autre. Mais pourquoi font-ils cela? En hiver, il fait froid et dans la forêt. Il devient difficile de trouver de la nourriture, les insectes disparaissent et il n'y a plus de fruits sur les arbres. Alors, pour ne pas mourir de faim et protéger leurs petits,
les oiseaux s'envolent vers les pays chauds. Au printemps, ils reviennent à nouveau. Mais une question se pose. Comment parcourent-ils des milliers de kilomètres sans se perdre? Les oiseaux sont de très intelligents voyageurs. Ils s'orientent grâce au soleil et aux étoiles. Certains sentent même le champ magnétique de la Terre. Et ils profitent aussi des vents pour avancer plus facilement. Le saviez-vous? L'oie à bec rouge peut parcourir 11 000 km en une année. La sterne arctique, elle, voyage presque tout autour du monde. De vrais super-héros ailés, n'est-ce pas? La migration des oiseaux nous montre à quel point la nature est incroyable. Chaque oiseau connaît son chemin et peut voler des milliers de kilomètres sans se tromper. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec Ruffy. Au revoir, chers amis. Bonjour, chers amis. Je suis Ruffy et vous êtes sur la chaîne pleine d'aventures, l'encyclopédie des enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'un des plus grands miracles de la nature. Comment une chenille se transforme en papillon. Prêt? Alors, en avant. Oh, quelle belle journée! Rien de mieux que de s'asseoir sous un arbre et d'observer les fleurs. Oh, regardez! Ici, de petites chenilles grignotent des feuilles. Mais ce ne sont pas de simples chenilles. Très bientôt, elles deviendront de magnifiques papillons aux ailes colorées. Comment cela est-il possible? Approchons-nous. Tout commence par un minuscule œuf. La maman papillon dépose ses œufs sur une feuille. À l'intérieur se cache une petite larve. La chenille. L'œuf est clos et une petite chenille en sort. Elle est très gourmande. Elle ne cesse de mâcher les feuilles et grandit très vite. Mais la peau de la chenille ne peut pas s'agrandir. Alors, plusieurs fois, elle mue en changeant de peau, en chuchotant. Et maintenant, la chenille s'arrête et reste suspendue. Elle tisse autour d'elle un cocon de soie épaisse. Cette étape s'appelle la chrysalide ou pupe. À l'intérieur, un grand changement a lieu. La chenille se transforme peu à peu en papillon. Ce processus s'appelle la métamorphose. Avec excitation, enfin, le cocon s'ouvre et un magnifique papillon aux ailes colorées en sort. Il vole de fleur en fleur, se nourrit de nectar et commence une nouvelle vie. Comme si la chenille s'était changée en un tout autre être vivant. Le saviez-vous? La métamorphose n'existe pas seulement chez les papillons, mais aussi chez les moustiques. Les mouches, beaucoup d'autres insectes. C'est l'un des plus grands secrets de la nature. Et me voilà de retour. Maintenant, je sais que même une simple chenille peut devenir le miracle de la nature. Voilà, chers amis. Aujourd'hui, nous avons appris comment une chenille se transforme en papillon. Désormais, chaque fois que vous verrez un papillon voler, souvenez-vous de la vie incroyable qui se cache derrière ses ailes. À très bientôt pour une nouvelle aventure avec Ruffy. Au revoir, chers amis. Bonjour, chers amis. Je suis Ruffy et vous êtes sur la chaîne des aventures scientifiques les plus passionnantes. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un phénomène étonnant de la vie. Comment les animaux entrent en hibernation. Prêts? Alors plongeons dans le monde de la nature et voyons ce qui se passe en hiver. Oh, les feuilles des arbres tombent, l'air devient plus froid. Dans la forêt, c'est le silence. Certains animaux semblent avoir disparu. Mais où sont-ils donc allés? Ces animaux se préparent à l'hiver et partent en hibernation. C'est ainsi que les scientifiques appellent ce phénomène. Quand il fait froid et que la nourriture devient rare, certains animaux mettent leur corps en mode repos. Leur température corporelle baisse, leur respiration et leur rythme cardiaque ralentissent. Et pour économiser de l'énergie, ils tombent dans un profond sommeil. Parmi ces animaux, on trouve les ours, les hérissons, les chauves-souris et même certains serpents. Les ours, par exemple,
mangent beaucoup en automne pour accumuler de la graisse. Puis, en hiver, ils se retirent dans leur tanière et dorment. Les hérissons s'enroulent sur eux-mêmes et construisent un abri chaud avec des feuilles et de l'herbe entre leurs piquants. Certaines grenouilles peuvent même geler complètement en hiver. Mais au printemps, elles dégèlent et se réveillent. Incroyable, n'est-ce pas? La nature leur a donné un super pouvoir pour survivre à l'hiver. Pendant l'hibernation, les animaux bougent très peu. Leur corps peut survivre longtemps, avec très peu d'énergie. Certains ne dorment pas d'un sommeil profond, mais se réveillent de temps en temps avant de se rendormir. Savez-vous que les zoologues étudient ce processus fascinant? Ils observent comment les animaux survivent, comment fonctionne leur corps et comment ils se réveillent après l'hibernation. Voilà mes amis, aujourd'hui, nous avons découvert les secrets du sommeil hivernal des animaux. Maintenant, vous savez que la vie continue même en hiver, elle devient simplement un peu plus lente. À très bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques avec Ruffy. Au revoir, chers amis. Bonjour, chers amis. Je suis Ruffy et vous êtes de retour dans le monde des aventures scientifiques. Aujourd'hui, nous allons découvrir le secret de l'une des choses les plus importantes de notre vie. D'où vient l'argent? Prêt? Alors, c'est parti! De nos jours, nous payons tout avec de l'argent. Pour acheter du pain, un livre ou autre chose. Mais vous êtes-vous déjà demandé quand et comment l'argent est apparu? Dans les temps anciens, les gens n'avaient pas la notion d'argent. Ils vivaient grâce au troc, c'est-à-dire qu'ils échangeaient des biens entre eux. Par exemple, j'ai besoin de blé, je te donne une vache. Je t'apporte des pommes et toi, donne-moi du poisson. Mais ce système n'était pas toujours pratique. Je te propose du poisson, mais toi, tu n'en as pas besoin. Tu veux me donner une vache, mais je ne sais pas comment la garder. Pour résoudre ces problèmes, les hommes ont inventé un outil spécial, l'argent. Au début, les gens utilisaient comme monnaie des objets précieux, du sel, des coquillages ou même des peaux d'animaux. Ensuite, ils ont fabriqué des pièces d'or et d'argent. Pourquoi? Parce qu'elles étaient faciles à partager, à transporter et à conserver. Aujourd'hui, nous avons des billets, des cartes bancaires et même la possibilité de payer avec nos téléphones. Mais souvenez-vous, l'argent n'est pas seulement un bout de papier ou un morceau de métal. Sa valeur repose sur la confiance entre les gens. Si tout le monde accepte, oui, avec ce papier, je te donne du pain. Alors, ce papier devient de l'argent. Voilà, mes amis. Aujourd'hui, nous avons découvert l'histoire de l'apparition de l'argent. N'oubliez pas, l'argent nous aide, mais la plus grande richesse reste le savoir et la bonté. À très bientôt pour de nouvelles aventures historiques et scientifiques avec Ruffy. Au revoir, chers amis. Bonjour, chers amis. Je suis Ruffy et êtes-vous prêts pour les aventures les plus passionnantes du monde? Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble dans un univers mystérieux, vieux de milliers d'années, l'Égypte antique. Là-bas se dressaient de grands et mystérieux monuments. Oui, oui, je parle des pyramides. Prêts? Allons-y. Oh, nous voici dans le désert brûlant, au bord du Nil. Regardez, d'immenses pyramides s'élèvent vers le ciel. La plus célèbre est la pyramide de Khéops, la plus grande encore debout. Aujourd'hui. Mais une question se pose. Comment les anciens ont-ils construit de tels monuments sans grue ni bulldozer? Les pyramides étaient en réalité des tombeaux pour les pharaons. Les Égyptiens considéraient Dawa, Talawa, le pharaon comme des êtres divins et croyaient qu'aucune vie éternelle les attendait après la mort. C'est pourquoi ils les enterraient avec beaucoup de richesse et dans des monuments majestueux. Pour construire ces pyramides,
Des centaines de milliers d'ouvriers ont travaillé durant des années. Ils taillaient d'énormes blocs de pierre, les transportaient par le Nil, puis les hissaient grâce à des rouleaux de bois et des rampes spéciales. Mais un mystère demeure. Comment ont-ils pu placer ces blocs gigantesques avec une telle précision? Certains disent ce n'étaient pas de simples ouvriers, mais aussi des ingénieurs et des génies des mathématiques. D'autres pensent... Peut-être utilisaient-ils des technologies spéciales. Et certains plaisantent même. Les pyramides auraient été construites par des extraterrestres. Bien sûr, ce n'est pas scientifique, mais cela stimule l'imagination. La pyramide de Khéops est composée de plus de 2,3 millions de blocs de pierre. Chacun pèse entre 2 et 15 tonnes, et sa forme triangulaire n'a pas été choisie au hasard. Pour les anciens Égyptiens, le triangle représentait les rayons du soleil et l'éternité. Les pyramides nous rappellent que les peuples anciens n'étaient pas simples, mais incroyablement intelligents et travailleurs. Leur savoir, leur art et leur persévérance nous émerveillent encore aujourd'hui. Les archéologues et les historiens continuent d'étudier ces merveilles. Ils fouillent le sol, examinent chaque pierre et chaque inscription pour mieux comprendre le passé. Voilà mes amis! Aujourd'hui, nous avons voyagé en Égypte antique et découvert les secrets des pyramides. Il reste encore tant de mystères, et peut-être que vous, les scientifiques de demain, les dévoilerez un jour. À très bientôt pour une nouvelle aventure historique avec Rufi. Au revoir, chers amis! Bonjour, chers amis, je suis Rufi et nous nous retrouvons pour une nouvelle aventure passionnante. Aujourd'hui, nous allons parler des araignées. Avez-vous déjà pensé qu'elles étaient des insectes? Eh bien non, vous vous êtes trompés. Découvrons ensemble pourquoi les araignées ne sont pas des insectes. Oh, regardez, voici une petite abeille. Son corps est composé de 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen, et elle a 6 pattes. Maintenant, regardons une araignée. Son corps est divisé en 2 parties. Le céphalothorax et l'abdomen. Elle a 8 pattes. Les araignées appartiennent à la classe des arachnides, alors que les insectes appartiennent à une autre classe. Les araignées n'ont pas d'ailes, alors que certains insectes en ont. Elles tissent des toiles pour capturer leur proie. Et leurs yeux sont différents. La plupart des araignées ont 8 yeux. Le saviez-vous? La soie des araignées est 5 fois plus résistante que leur propre poids. Certaines araignées peuvent marcher sur l'eau. Elles sont utiles à la nature car elles mangent les insectes nuisibles. Voilà mes amis! Maintenant, vous savez que les araignées ne sont pas des insectes. Elles appartiennent à une autre classe et sont des créatures très utiles. À très bientôt pour une nouvelle aventure zoologique avec Rufi. Au revoir, chers amis. Bonjour, chers amis. Je suis Rufi et aujourd'hui nous allons descendre ensemble jusqu'au fond de l'océan. Êtes-vous prêts? Nous allons explorer la fosse océanique la plus profonde du monde. La vie y est mystérieuse, obscure et vraiment étonnante. Installez-vous dans un sous-marin sans pilote et préparez-vous à plonger. 3, 2, 1, plongeons! Oh! Nous descendons très profondément. Regardez, voici la fosse des Mariannes. Elle se trouve dans l'océan Pacifique et son point le plus profond s'appelle le Challenger Deep. Le Challenger Deep atteint 11 034 mètres de profondeur. Cela veut dire que si l'on plaçait le plus haut sommet du monde, l'Everest, dans cette fosse, son sommet resterait encore sous l'eau. Vous pensez qu'aucun être vivant ne peut survivre ici? Faux. Même dans cette obscurité, on trouve des créatures étonnantes.
des poissons lumineux, des calamars géants et d'étranges animaux adaptés aux ténèbres. Mes amis, ici, la pression de l'eau est énorme, la plus grande de toute la planète. C'est pourquoi les humains ne peuvent descendre qu'avec des sous-marins spéciaux. En 1960, pour la première fois, des hommes ont atteint la fosse des Mariannes. Don Walsh et Jacques Picard à bord du sous-marin Trieste. En 2012, le célèbre réalisateur James Cameron y est descendu seul dans un petit sous-marin et a filmé cet endroit incroyable. Voilà, mes amis. Aujourd'hui, nous avons voyagé jusqu'au point le plus profond de l'océan. La nature cache encore tant de secrets que nous ne connaissons pas. Peut-être qu'un jour, vous aussi, vous descendrez au fond des mers pour découvrir de nouvelles créatures. À très bientôt pour une nouvelle aventure avec Ruffy. Au revoir, chers amis. Bonjour, chers amis. Je suis Ruffy le lapin. Aujourd'hui, grâce à une machine à voyager dans le temps, nous allons remonter de millions d'années en arrière et partir à la découverte de l'âge glaciaire. Regardez autour de vous. Partout, il y a de la neige et de la glace. Et le vent souffle froidement. L'âge glaciaire, c'était une époque où une grande partie de la Terre était recouverte de glace et de neige. Les montagnes, les vallées et même les plaines étaient ensevelies sous d'immenses glaciers. Survivre à cette époque était très difficile. Oh, regardez là-bas! Un troupeau de gigantesques mammouths s'avance. Ils ressemblent aux éléphants d'aujourd'hui, mais leur corps était couvert d'une épaisse toison. Car, pour se protéger du froid, ils avaient besoin d'un manteau bien chaud. Les mammouths vivaient en grands groupes. Ils se nourrissaient d'herbes, de plantes et de branches d'arbres. Leur longue et forte défense leur permettait de creuser la neige et la glace pour trouver la végétation cachée en dessous. À l'époque glaciaire, les humains vivaient aussi aux côtés des mammouths. Ils les chassaient, utilisèrent leur viande pour se nourrir, leur laine pour se vêtir, et même leurs os pour construire des abris. Les mammouths étaient donc très importants pour eux. Aujourd'hui, les mammouths ont disparu, mais leurs traces se trouvent encore sous la glace. Les scientifiques étudient leur et nous racontent comment ces animaux incroyables vivaient. Ainsi, chers amis, l'âge glaciaire fut l'une des périodes les plus froides, mais aussi les plus fascinantes de l'histoire de la Terre. Au revoir! Bonjour mes chers amis, je suis Ruffy et aujourd'hui nous allons explorer l'un des phénomènes les plus fascinants du ciel. Cet événement, c'est l'éclair et le tonnerre. La question est, pourquoi apparaissent-ils toujours ensemble? Waouh! De sombres nuages s'accumulent dans le ciel. À l'intérieur du nuage, des particules chargées s'entrechoquent et créent un énorme courant électrique. Ce courant jaillit et nous voyons la lumière brillante appelée éclair. Là où l'éclair frappe, l'air se réchauffe très rapidement et se dilate. Cette dilatation soudaine fait vibrer fortement l'air. Nous entendons cette vibration comme le tonnerre, ce grand bruit qui gronde. Bonne question! La lumière se déplace plus vite que le son dans l'air. C'est pourquoi nous voyons d'abord l'éclair, puis quelques secondes plus tard, nous entendons le tonnerre. Le saviez-vous? Si vous voyez un éclair et entendez le tonnerre 5 secondes après, cela signifie que la foudre est tombée à environ 1,5 km de vous. La foudre peut être dangereuse. C'est pourquoi ne courez pas dans les champs ouverts, ne vous abritez pas sous un arbre. Le lieu le plus sûr est à l'intérieur d'une maison ou d'un autre abri solide. Alors, mes amis, aujourd'hui nous avons appris pourquoi l'éclair et le tonnerre viennent ensemble. L'éclair est une décharge électrique lumineuse. Le tonnerre est le son causé par cet éclair. Ils se produisent en même temps, mais nous voyons la lumière avant d'entendre le son. La nature nous apporte non seulement de la peur, mais aussi de l'émerveillement et de la beauté.
À bientôt pour une nouvelle aventure scientifique avec Ruffy. Bonjour chers amis, je suis Ruffy et aujourd'hui nous allons découvrir une force invisible. On ne peut ni la voir avec les yeux ni l'entendre avec les oreilles, mais elle existe, elle est puissante. C'est la force magnétique. Prêt? Alors, partons en voyage dans le monde des aimants. Un aimant est un objet spécial qui attire certains métaux comme le fer. On peut les trouver partout, depuis les aimants collés sur la porte du réfrigérateur jusqu'à la boussole. Chaque aimant possède deux pôles, nord et sud. Si l'on rapproche deux pôles opposés, ils s'attirent. Si l'on rapproche deux pôles identiques, ils se repoussent. Autour d'un aimant, il y a un champ magnétique. On ne le voit pas, mais il agit. C'est grâce à lui que l'aimant attire le fer, même sans le toucher. Si vous saupoudrez de la limaille de fer sur une feuille de papier et placez un aimant en dessous, les petites particules montreront la forme du champ magnétique. Les aimants sont utilisés dans de nombreux objets de notre vie quotidienne. Sur les portes des réfrigérateurs, dans les ordinateurs et les téléphones, dans les boussoles pour trouver le chemin, dans les moteurs électriques et les dynamos et même dans certains jouets. Essayez une petite expérience à la maison. Éparpillez quelques trombones sur une table. Passez un aimant en dessous. Les trombones vont s'accrocher à l'aimant. C'est la preuve de la force invisible mais puissante de l'aimant. Voilà mes amis. Aujourd'hui, nous avons découvert le pouvoir invisible des aimants. Même s'il est invisible, on peut sentir sa force. La physique nous aide à comprendre ses forces cachées et à révéler les merveilles de notre vie quotidienne. À la prochaine aventure scientifique avec Ruffy. Au revoir, chers amis. Bonjour, chers amis. Je suis Ruffy et aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des plus grands génies de l'histoire. Il était peintre, scientifique, inventeur, ingénieur et même musicien. Cet homme s'appelait Léonard de Vinci. Prêt? Alors, partons en voyage dans le passé. Léonard était né en 1452 en Italie. Dès son enfance, il aimait observer la nature, dessiner et comprendre comment les choses fonctionnent. Il ne se contentait pas de lire des livres, il faisait aussi ses propres expériences. Léonard est devenu célèbre dans le monde entier grâce à ses œuvres extraordinaires. Les plus connues sont la Joconde, Mona Lisa, le portrait d'une femme au sourire mystérieux. La Cène, le dernier repas, représentant Jésus et ses apôtres. Dans ses peintures, il exprimait avec beaucoup de talent les émotions humaines, ainsi que le jeu de la lumière et de l'ombre. Mais Léonard ne faisait pas que peindre. Il s'intéressait aussi aux sciences. Il a dessiné des machines volantes, des chars, des sous-marins. En anatomie, il a étudié l'intérieur du corps humain et réalisé des croquis très précis. Léonard ne s'est jamais limité à une seule discipline. Il a su réunir l'art et la science. C'est pourquoi on l'appelle le génie de la Renaissance. Voilà mes amis, aujourd'hui nous avons fait connaissance avec Léonard de Vinci, un grand peintre et savant. Il nous a montré que l'imagination et la science, ensemble, deviennent une grande force. À la prochaine aventure historique avec Ruffy. Au revoir! Bonjour, chers amis! Je suis Ruffy et aujourd'hui, nous allons faire un merveilleux voyage dans l'univers. Prêts? Allons plonger dans le monde mystérieux et immense des galaxies. Oh, regardez autour de vous. Nous flottons dans l'espace infini. Des millions et des milliards d'étoiles brillent comme des diamants sur le ciel noir. Mais elles ne sont pas disposées au hasard.
Elles se regroupent en immenses familles qu'on appelle galaxies. Alors, qu'est-ce qu'une galaxie? Une galaxie, c'est un immense système composé d'étoiles, de planètes, de gaz et de poussière, tous maintenus ensemble par la gravité. Imaginez, c'est comme une gigantesque ville de l'espace. Chaque étoile est comme une maison illuminée. Et les planètes sont comme les habitants de ces maisons. Savez-vous dans quelle galaxie nous vivons? Exact. C'est la Voie lactée. Elle contient plus de 100 milliards d'étoiles. Et le Soleil n'est qu'une d'entre elles. Depuis la Terre, la Voie lactée ressemble à une rivière blanche qui traverse le ciel. Les scientifiques disent que les galaxies ont différentes formes. Les galaxies spirales ressemblent à un grand tourbillon. Les galaxies elliptiques sont rondes ou allongées. Les galaxies irrégulières n'ont pas de forme précise et paraissent étranges. Chacune est unique, comme des fleurs variées dans le jardin du cosmos. Le saviez-vous? Il pourrait exister plus de 2000 milliards de galaxies dans l'univers. Cela veut dire que le nombre d'étoiles est même supérieur au nombre de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Voilà, mes amis. Aujourd'hui, nous avons appris ce qu'est une galaxie. Ce sont de gigantesques villes d'étoiles et de planètes, pleines de mystères. Elles nous rappellent à quel point l'univers est vaste et magnifique. Qui sait? Peut-être qu'un jour, l'un de vous voyagera vers une autre galaxie et découvrira ses secrets. À la prochaine aventure cosmique avec Rufi. Au revoir, chers amis. Bonjour, mes chers amis. Je suis Rufi et aujourd'hui, nous allons découvrir un secret fascinant du corps humain. La question est, pourquoi nos larmes sont-elles salées? Waouh! Regardez ces petites gouttes qui sortent de nos yeux. Les larmes ne sont pas seulement produites quand nous pleurons. Elles aident aussi à nettoyer et à humidifier nos yeux. Elles protègent nos yeux contre les microbes. Les larmes contiennent du sel. C'est ce sel qui leur donne ce goût salé. Il s'agit en fait de chlorure de sodium. Le même sel que nous utilisons dans la nourriture. Et il est très important pour la santé des yeux. Le sel contenu dans les larmes a de nombreux avantages. Il maintient l'équilibre en eau à la surface de l'œil. Il aide à tuer les microbes nuisibles. Il empêche les larmes de s'évaporer trop vite. Le saviez-vous? Les larmes ne contiennent pas seulement du sel. Elles ont aussi des protéines, des vitamines et des substances spéciales. Tout cela agit ensemble pour garder nos yeux sains et clairs. Alors, mes amis, aujourd'hui, nous avons appris pourquoi nos larmes sont salées, parce qu'elles contiennent du sel. Le sel aide à protéger nos yeux et il permet aux larmes de bien fonctionner. Les larmes ne sont pas seulement des gouttes d'eau, elles sont un système de protection incroyable à l'intérieur de notre corps. À très bientôt pour une nouvelle aventure scientifique avec Rufi. Bonjour, chers amis, je suis Rufi. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'armée de vrais héros qui vit dans notre corps. Cette armée s'appelle le système immunitaire. Il veille toujours et protège notre corps contre les microbes, virus et bactéries dangereux. Oh! Imaginez qu'un minuscule ennemi invisible, un microbe, atterrisse sur notre main. Il essaie de pénétrer dans notre corps. Mais ne vous inquiétez pas, notre système immunitaire est prêt à se battre immédiatement. La première ligne de défense, ce sont la peau et les muqueuses. La peau empêche les microbes d'entrer et le mucus du nez et de la gorge les bloque, comme les murs d'un château. Mais si malgré tout les microbes réussissent à entrer, alors les globules blancs entrent en action. Ils repèrent les microbes comme des soldats et les détruisent. Parfois, ils les avalent. Parfois, ils les neutralisent avec des substances chimiques spéciales. Le système immunitaire a aussi
une arme secrète, les anticorps. Ils reconnaissent les microbes et les marquent, afin que d'autres cellules puissent les détruire plus facilement. Un peu comme un policier qui attrape un criminel et l'attache pour que ses collègues l'emmènent. Le plus incroyable, savez-vous quoi? Le système immunitaire se souvient des microbes. Si le même microbe revient, il se battra plus vite et plus fort. C'est pour cela que nous ne tombons pas souvent malades. 2 fois avec la même infection. Le saviez-vous? Votre corps contient des milliards de cellules immunitaires. Elles restent vigilantes et vous protègent même pendant votre sommeil. Voilà, mes amis. Aujourd'hui, nous avons vu comment notre système immunitaire combat les microbes. C'est une véritable armée de héros dans notre corps. Qui sait, peut-être qu'un jour vous deviendrez scientifique et découvrirez de nouveaux secrets du système immunitaire. À très bientôt pour une nouvelle aventure scientifique avec Rufi. Au revoir, chers amis. Bonjour, chers amis. Je suis Rufi le lapin. Aujourd'hui, nous allons découvrir un secret étonnant. Les plantes carnivores existent-elles vraiment? Oui, ces plantes existent. Comme les plantes ordinaires, elles utilisent la lumière du soleil et l'eau. Mais en plus, elles se nourrissent d'insectes. Il existe de nombreux types de plantes carnivores. Par exemple, la Dionée attrape-mouche. Ses feuilles se referment comme un piège pour capturer l'insecte. La plante piège. Elle retient un liquide à l'intérieur et y fait tomber les insectes. Le rossolie. Ses feuilles sont recouvertes d'un liquide collant. Les insectes s'y accrochent et ne peuvent plus s'échapper. Ces plantes poussent généralement dans des sols pauvres. Comme elles n'ont pas assez de nutriments, elles complètent leur alimentation grâce aux insectes, en absorbant notamment l'azote et d'autres substances nécessaires à leur croissance. Quand un insecte est piégé dans la feuille, la plante sécrète un jus spécial. Ce jus dissout lentement l'insecte et la plante en absorbe les nutriments. Donc, chers amis, les plantes carnivores n'existent pas seulement dans les contes, mais bien dans la vraie vie. Elles sont uniques et font partie des merveilleux miracles de la nature. À la prochaine aventure, au revoir. Bonjour, chers amis. Je suis Rufi le lapin. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'un des endroits les plus mystérieux de la nature, les grottes. Êtes-vous déjà entré dans une grotte? Elles sont sombres, fraîches et très intéressantes. Les grottes se forment principalement dans les roches, surtout dans le calcaire. L'eau de pluie s'infiltre sous terre et dissout peu à peu le calcaire. Avec le temps, de petites fissures s'élargissent et deviennent d'immenses grottes. À l'intérieur des grottes, l'eau qui tombe goutte à goutte crée aussi des merveilles, les stalactites et les stalagmites. Ces formes de pierre grandissent très lentement, parfois pendant des milliers d'années. Certaines grottes apparaissent après une éruption volcanique. On les appelle les grottes de lave. Il existe aussi des grottes dans les glaciers appelées grottes de glace. Les grottes ne sont pas seulement belles, elles sont aussi très importantes. Les hommes préhistoriques y ont vécu et dessiné des peintures. De nombreux animaux, comme les chauves-souris et certains insectes, y habitent également. Donc, chers amis, les grottes sont un miracle naturel créé par l'eau, la roche et le temps. Elles sont mystérieuses, magnifiques et ont une grande valeur historique. À la prochaine aventure, au revoir. Bonjour mes chers amis, je suis Rufi et aujourd'hui nous allons parler des héros silencieux mais puissants de la nature, les arbres.
La question est, comment pouvons-nous savoir quel âge a un arbre? Waouh! Imaginez que nous voyageons à l'intérieur du tronc d'un arbre. Là, vous pouvez voir une série d'anneaux circulaires serrés les uns contre les autres. Ces anneaux sont les marques de croissance annuelle de l'arbre. Chaque printemps, un arbre produit une nouvelle couche. En été, cette couche est plus large et en hiver, elle est plus étroite. C'est pourquoi, lorsqu'on coupe un tronc en travers, on peut voir des anneaux clairs et foncés. En comptant ces anneaux, nous pouvons connaître l'âge de l'arbre. Voici quelque chose d'intéressant. Ces anneaux révèlent non seulement l'âge de l'arbre, mais aussi les conditions climatiques de chaque année. Par exemple, anneau large. L'année a eu un climat chaud et beaucoup de pluie. Anneau étroit. L'année a été sèche ou froide. Mais les scientifiques n'ont pas toujours besoin d'abattre un arbre. Ils utilisent un outil spécial appelé tarière de Pressler pour prélever un minuscule échantillon du tronc et compter les anneaux. Le saviez-vous? L'un des arbres les plus anciens de la Terre est le pin Bristol Cone nommé Methuselah en Californie et il a plus de 4800 ans. Alors, mes amis, aujourd'hui, nous avons appris à déterminer l'âge des arbres en comptant les anneaux de croissance dans leur tronc, en étudiant les indices climatiques dans ces anneaux et en utilisant des outils scientifiques spéciaux. Les arbres nous rappellent non seulement la beauté de la nature, mais aussi la valeur du temps. Et qui sait, peut-être qu'un jour, l'un de vous deviendra un scientifique étudiant les secrets des forêts. À très bientôt pour une nouvelle aventure dans la nature avec Rufi. Bonjour chers amis, je suis Rufi. Aujourd'hui, vous et moi allons découvrir quelque chose de très important. Nos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Prêts? Allons-y! Voici nos yeux, ils nous aident à voir le monde. Nous distinguons les couleurs, les formes, la lumière et l'obscurité. Sans nos yeux, le monde resterait dans le noir. Nos oreilles nous permettent d'entendre les sons, la musique, le chant des oiseaux ou la voix de notre ami. Tout cela, nous l'écoutons grâce à nos oreilles. Notre nez sert à sentir les odeurs. Par exemple, le parfum agréable des fleurs ou la bonne odeur d'un plat. Le nez nous avertit aussi d'un danger, comme l'odeur de la fumée. Notre langue nous aide à percevoir le goût sucré, acide, salé et amer. Grâce à elle, nous savons à quel point la nourriture est délicieuse. La peau est notre plus grand organe sensoriel. Elle nous permet de sentir le froid, le chaud, le dur ou le mou. Ainsi, nous pouvons ressentir ce qui nous entoure. Donc, les amis, nos 5 sens rendent notre vie confortable et pleine de couleurs. Les yeux, pour voir, les oreilles, pour entendre, le nez, pour sentir, la langue, pour goûter et la peau, pour toucher. C'est pourquoi nous devons toujours en prendre soin. Bonjour mes amis, je suis Rufi. Voilà, je viens de boire un verre d'eau. Et vous, buvez-vous beaucoup d'eau? Super! Mais une question se pose. Où va l'eau que nous buvons? Découvrons-le ensemble. D'abord, l'eau entre dans notre bouche, avec l'aide des dents et de la langue. Elle descend dans la gorge, puis passe par un chemin appelé l'œsophage. C'est comme un tunnel mystérieux. Ensuite, l'eau arrive dans l'estomac. Mais elle n'y reste pas longtemps, car elle passe rapidement dans l'intestin. L'estomac sert surtout à digérer la nourriture, tandis que l'eau, elle, est plutôt comme un voyageur qui continue vite sa route. Et voilà, l'eau atteint maintenant les intestins. C'est là que le miracle se produit. Dans la paroi intestinale, il y a de très petits vaisseaux sanguins. L'eau s'infiltre dans le sang à travers ces vaisseaux, comme si les gouttes d'eau se répandaient dans tout notre corps. Le sang transporte ensuite l'eau vers toutes les parties de notre organisme, car nos cellules aussi ont soif. Sans eau, elles ne peuvent pas fonctionner. Mais toute l'eau ne reste pas dans le corps. L'excès ou l'eau inutile est éliminée grâce à nos reins.
Il filtre l'eau et rejette les déchets. C'est pour cela que nous évacuons l'eau par l'urine. Ainsi, l'eau que nous buvons voyage en suivant ce parcours, bouche, œsophage, estomac, intestin, sang, tout le corps, et enfin, dehors par les reins. Voilà comment l'eau nous donne la vie. Alors, n'oubliez pas de boire de l'eau, mes amis. Bonjour mes chers amis, je suis Rufi et aujourd'hui nous allons explorer un phénomène très intéressant de la nature. Ce phénomène, c'est l'écho. La question est, pourquoi notre voix revient-elle parfois vers nous quand nous crions dans les montagnes ou dans une pièce vide? Waouh! Imaginez que vous criez très fort. Bonjour! Votre voix voyage dans l'air sous forme d'ondes sonores. Lorsque ces ondes sonores frappent une grande surface solide comme une paroi de montagne ou un bâtiment, elles rebondissent. Ce son qui revient, c'est ce que nous entendons comme un écho. Nous n'entendons un écho que si le son parcourt une certaine distance avant de revenir. C'est pourquoi les échos sont clairs dans les espaces ouverts ou les montagnes, mais beaucoup moins perceptibles dans de petites pièces. Le saviez-vous ? Le son se déplace dans l'air à environ 340 mètres par seconde. Donc, si vous criez vers une montagne et entendez votre écho après 2 secondes, cela veut dire que la montagne est à environ 340 mètres de vous. Un écho n'est pas seulement amusant, il est aussi utile. Les marins utilisent des appareils sonars pour mesurer la profondeur de la mer. Les dauphins et les chauves-souris utilisent l'écholocalisation pour se déplacer et chasser. Alors, mes amis, aujourd'hui, nous avons appris comment se produit un écho. Les ondes sonores voyagent vers l'extérieur. Elles frappent un mur ou une montagne et rebondissent. Nous entendons le son qui revient avec nos oreilles. Un écho n'est pas seulement un son magique de la nature, mais aussi un merveilleux exemple des lois de la science. À très bientôt pour une nouvelle aventure scientifique avec Rufi!